Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoque là. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un professeur, pas comme les autres. Luc La Liberté. Luc La Liberté, notre super spécialiste de politique américaine, est avec nous. Bonjour, Luc. Bonjour, content de te retrouver. Bon début de semaine. Bon début de semaine à toi aussi et pareillement heureux de discuter avec toi. Écoute, gros événement qui s'en vient, là, attendu demain du côté de la Cour suprême. Aux États-Unis, on a cette espèce, je qualifierais ça presque de liste d'épicerie, si on veut, là, de jugements qui sont attendus du côté de la Cour suprême. Et chaque fois, ça modifie ces jugements-là, là, des éléments importants de la vie aux États-Unis. Et là, on en a quelques-uns, justement, de ces jugements qui sont attendus demain, Luc. Voilà, donc drôlement important, d'autant que là, on approche de l'année électorale. On a l'air de se préparer longtemps à l'avance, mais ça déboule assez rapidement. Et il y a, dans ce que la Cour suprême risque d'annoncer demain, au moins une décision qui va avoir une influence immédiate là, sur la campagne électorale. Mais 4 gros dossiers à suivre. Le dossier de la dette étudiante. On sait que l'administration Biden puis le Congrès s'est entendu au travers d'un ensemble de lois le plus vaste, mais il y avait dans ces négociations entre Biden et le Congrès l'idée de soulager la dette étudiante. Donc, on parlait de milliards de dollars. Ce sont des sommes qui vont de 10 000 à 20 000 dollars par individu. Ça peut faire la différence dans bien des cas. L'accès à l'éducation aux États-Unis, ça coûte une fortune. Ouais. C'est pas à la portée de toutes les bourses, donc, et c'est long à rembourser. La Cour suprême se penche cette fois-ci sur est-ce qu'on avait vraiment, à quel point finalement on avait l'autorité pour intervenir dans ce dossier-là. Si jamais ça devait être bloqué, on retourne à la table à dessin pour l'administration Biden, mais également pour le Congrès. Donc, pour les jeunes Américains, quand je parlais entre autres de poids pour la prochaine campagne électorale, les jeunes votent majoritairement pour les démocrates. Plusieurs progressistes trouvaient dans cette initiative de l'administration Biden, donc quelque chose de particulièrement intéressant, de particulièrement fort. Donc, c'est dans la balance. Autre chose qui concerne l'éducation, mais au niveau universitaire en particulier, est-ce qu'on va assister à la fin de ce qu'on appelle la discrimination positive? Oui. Le dernier jugement important dans ce dossier-là remonte à 2003. C'est la juge O'Connor qui avait dit, quelque part, il faudrait éventuellement qu'on en vienne à mettre fin à ces pratiques de discrimination positive. Quand elle dit ça en 2003, on ne sait pas trop quand l'échéance va survenir. C'est pas impossible que ce soit maintenant. Les statistiques montrent que c'est encore important et on pense toujours à la communauté noire en premier, mais pas qu'à la communauté noire. L'accès aux études est encore inégal ou encore plus difficile. Donc, pour cette communauté-là, est-ce qu'on va mettre fin à la discrimination positive? Donc, réponse partielle ou totale, demain. Autre mesure, cette fois-là, qui concerne aussi une forme de discrimination. Cette fois-là, c'est plus en affaires. Ça implique cette pâtissière du Colorado qui disait, moi, je ne vais pas faire, je ne vais pas faire de gâteau de mariage pour des conjoints de même sexe. On a déjà statué en partie sur cette question-là, sauf que là, ça concerne en particulier le site web de la dame en question. Et ce qui est en jeu, c'est bien sûr la reconnaissance des conjoints de même sexe. Est-ce qu'on peut faire de la discrimination en affaires dans ce dossier-là? De l'autre, ce qu'on oppose à ça, c'est la liberté d'expression. J'ai le droit de ne pas être en accord avec les mariages entre conjoints de même sexe qui sont reconnus maintenant. Donc, encore là, autre question qui risque de s'inviter dans la campagne électorale. Et le plus important probablement pour la campagne électorale est celui dont je ne pensais pas parler un jour parce que c'était une théorie qui était somme toute très marginale en politique américaine. C'est ce qu'on appelle l'Independent State Legislature. Ce que ça veut dire, grosso modo, en français, c'est est-ce qu'un État est en plein contrôle totalement de toute la gestion d'une élection fédérale? Ce que ça sous-entend, c'est est-ce qu'un État peut prendre des décisions desquelles on ne pourrait pas faire appel devant des tribunaux fédéraux? Et pour rendre ça un petit peu plus concret, on parle entre autres du redécoupage de la carte électorale, ce qu'on appelle le gerrymandering. Oui. Donc, à partir du moment où une législature d'État dit « voici comment on divise notre territoire en circonscription ou en comté », dans certains cas, on sait qu'il y a eu, ça s'est produit des deux côtés, le républicain et le démocrate, mais est-ce qu'on peut avoir des configurations qui clairement ont comme dessein de diluer une partie de la population pour réduire son poids au moment de l'élection?
c'est ce qui serait, entre autres, en jeu. Donc, on va suivre ça de très, très, très près. Je répète, c'était une théorie marginale, ça. C'était un peu normal qu'on puisse en appeler au plan fédéral de décision d'un État. Et les États ont déjà beaucoup de place dans l'organisation, contrairement à chez nous, où tout se passe de la même manière partout. Ouais. Donc, on verra. Est-ce que les États sont totalement indépendants au point où on ne s'adresserait même plus aux tribunaux pour remettre en question leurs décisions? Moi, demain, c'est de tout ce dont on vient de parler, c'est ce que je vais surveiller le plus si mon focus est sur l'élection 2024. Oui, parce que ça pourrait avoir, comme tu le dis, là, des impacts majeurs, surtout quand on parle de redécoupage comme ça, puis de décisions qui peuvent être prises par les États. Non, vraiment, c'est une question peut-être plus compliquée que les autres là, à analyser, mais qui risque d'avoir des impacts qui sont pas mal plus importants. Il faut se rappeler à quel point les élections sont serrées maintenant. On l'a vu avec M. Trump, on l'a vu avec le président Biden. Ça se règle dans quelques États et ça se règle souvent au nombre de voix, justement, émanant de certaines circonscriptions. Donc, c'est carrément, bien sûr, une stratégie républicaine. Là, on espère étirer notre vote le plus possible. Et c'est la raison pour laquelle je souhaitais qu'on en parle ce matin. C'est déterminant, mais effectivement, c'est un peu plus théorique, c'est un peu plus aride. Ça semble moins concret. Ça peut se jouer là, dans cette décision-là pour 2024. Oui, puis devenir bien plus concret, beaucoup plus rapidement de ce côté-là. Voilà. Écoute, on va continuer à parler de justice, mais là, cette fois-ci, du côté, là, on a parlé beaucoup là, du clan Trump, des gens qui l'entourent, mais eux, leur réplique, ça a souvent et longtemps été de parler d'Hunter Biden, fils de Joe Biden, et des activités, disons, là, répréhensibles, un peu louches, qui gravitaient autour de lui. Mais là, on a vraiment un focus qui est mis sur Hunter Biden. Puis ça aussi, encore une fois, mais ça fait beaucoup de bruit, Luc. Voilà, écoute, la semaine dernière, une entente qui est annoncée, puis ensuite une mini-bombe à la Chambre des représentants, puis émanant de certaines commissions. D'abord, on en avait parlé la semaine dernière, cette décision, cette entente qui est survenue entre la justice américaine et Hunter Biden, au sujet de ses impôts, au sujet d'une arme illégale qu'il se serait procurée illégalement. Puis on avait dit déjà, on discutait de ça, est-ce que le fils Biden, dans l'entente, parce qu'il n'est pas prévu qu'il se rende en prison, donc qu'il séjourne derrière les barreaux, avait-il bénéficié d'un traitement de faveur? À la lumière de ce dont on bénéficiait comme information, Hunter Biden, on avait appliqué à son endroit essentiellement ce qu'on applique à tous les autres individus qui sont aux prises avec le même genre de problème. Donc, ça concernait ses impôts, des impôts en retard, mais des impôts qui avaient finalement été payés. La bombe qui est survenue par la suite, donc on était déjà à commenter tout ça, la bombe qui survient, 2 lanceurs d'alerte, un anonyme, l'autre qui a accepté de dévoiler son identité, qui disent nous, on a assisté, on peut rapporter des pressions exercées par le ministère de la Justice tout au cours de cette enquête entourant Hunter Biden et ça visait à le favoriser. On a ensuite une sortie du procureur général des États-Unis, Merrick Garland, qui est en colère, littéralement, pour dire, écoutez, on a même été un peu plus dur que prévu avec Hunter Biden. On n'avait même pas à le menacer de poursuite, puis finalement, on l'a fait. Et en passant, ce que disent les lanceurs d'alerte est totalement faux. Et Garland a dit, regardez toutes les procédures. Là, depuis que M. Biden est en place, on a gardé en poste les gens qui avaient été nommés par Donald Trump et c'est à eux qu'on a confié la responsabilité ultime de mener l'enquête. Sauf qu'on ne peut pas faire fi de l'avis ou des déclarations de 2 lanceurs d'alerte. Il va peut-être falloir aller plus loin, il va peut-être falloir vérifier ce qu'ils disent. Mais donc, au plan judiciaire, qu'on soit, peu importe dans quel camp on est, ce qui ressort de ce dossier-là, c'est un œil au beurre noir pour la justice américaine. Les Américains n'ont pas confiance au moment où on se parle dans leur système de justice, à tout le moins pas au niveau fédéral. Et le taux de confiance des Américains est pire qu'à l'époque où Donald Trump avait William Barr comme procureur général. Ouais, ça dit beaucoup, Barr ça. Avait été Ben voilà, c'est là où je dis, peu importe dans quel camp on est, puis peu importe même à la rigueur les faits, il y a souvent une question de perception. J'ai toujours cette obsession pour l'année électorale qui s'en vient. Est-ce qu'on ne pourrait pas venir nourrir encore là certains élus républicains qui font leur chou gras des démêlés du fils Biden avec la justice? Joe Biden et Merrick Garland ne peuvent pas ignorer ça. Et Hunter Biden est en train de devenir, Alexandre, un poids aussi grand pour l'administration Biden que la question de son âge ou la question de troubles allégués, de troubles cognitifs pour Joe Biden. On le perçoit comme trop vieux, inapte à faire son travail. Il ne l'appuie en moyenne que de 40 % des Américains.
70% d'entre eux ne souhaitent pas qu'il se présente. Et là, l'histoire de son fils, ben, il traîne ça comme, j'ai envie de te dire, 2 boulets, un à chaque jambe. Et déjà, M. Biden peine à avancer. Alors, Ouais. pas particulièrement flatteur ou avantageux dans son cas. Non, puis c'est sûr que ça donne justement, comme tu le dis, du gaz, du jus à toutes ces théories déjà qu'il y avait autour de Hunter Biden. Ça fait des années qu'on peut les voir sur toutes sortes de réseaux sociaux conservateurs. Là, mais ça leur donne en partie du moins raison d'enquêter plus sur le dossier. Puis ça, Joe Biden n'en avait vraiment pas besoin. Puis écoute, on en a parlé plus tôt, Luc, là, de toute cette situation de la fin de semaine, là, l'espèce de marathon en Ukraine, mais surtout en Russie, le groupe Wagner qui fomente une espèce de mini-rébellion qui est arrêtée quelques heures plus tard à peine, à 200 km, encore une fois selon le groupe Wagner lui-même, de Moscou. Et là, mais la réaction américaine à tout ça tarde à se faire sentir. Là, jusqu'ici, on hésite quand même là, à savoir comment réagir sur ces informations-là qui sont pas toujours, faut le dire, Luc, pas toujours faciles à confirmer non plus. Non, puis écoute, dans les deux cas, puis c'est souvent le cas quand on parle d'une guerre ou quand on parle d'un conflit, donc il y a de la propagande de chaque côté, il y a des messages qu'on passe. Parfois, il faut lire entre les lignes quand on nous fournit les fameuses lignes. Donc, les Américains sont à prendre le pouls de ce qui s'est réellement passé. Les Américains disent, nous, on a été avertis à peu près 2 semaines avant que Prigojine, entendait faire ce genre d'action-là. Les Américains sont sûrs qu'à court terme, s'il y a une chose dont ils peuvent être certains, c'est qu'à court terme, c'est bon pour l'Ukraine. Tout ce qui vient déstabiliser, tout ce qui vient distraire la Russie dans ce dossier-là, sert les intérêts de Zelensky. Est-il en mesure d'en profiter? Est-on en mesure chez les alliés de serrer les coudes pour l'aider à accélérer cette offensive qui boitait pendant quelques jours? Donc, c'est une chose. Là où c'est plus difficile à mesurer comme impact, c'est ce que ça nous dit sur le pouvoir de Vladimir Poutine en Russie. Qu'on le défie ouvertement, qu'il y a des gens dans la rue pour dire qu'on souhaite l'avenue. Puis écoute, il faut faire attention à ce qu'on souhaite. Le groupe Wagner qui marchait sur Moscou, pas certain à quel point c'est une amélioration de la situation pour les Russes et pour les adversaires des Russes. Mais on semblait se réjouir ouvertement du fait que Vladimir Poutine vacillait ou qu'il éprouve des difficultés. Donc, c'est là, je pense, où les Américains ont une limite au type d'informations dont ils bénéficient, à quel point ça nous montre que son pouvoir est remis en question. Mais assurément, Vladimir Poutine a déjà été plus fort et je pense que les gens le répètent un peu partout, c'est inédit. Je me souviens pas, depuis qu'il est aux commandes, depuis qu'il tient les rênes, de l'avoir vu remis en question aussi, de manière aussi frontale et de manière aussi ouverte. Donc, dernière chose pour M. Biden, c'est important de savoir si Zelensky va en profiter parce que l'OTAN, d'ici un mois, va se rassembler. Et on sait que, discrètement en coulisses, il y en a qui se demandent pendant combien de temps on va soutenir cet effort-là. On parle financièrement ou on parle en termes d'armes. Joe Biden est parvenu à maintenir et à contribuer à une certaine cohésion. C'est important qu'il arrive des bonnes nouvelles de l'Ukraine si on souhaite que l'OTAN reste derrière. Oui, pour donner, si on veut, de l'eau au moulin au gouvernement qui envoie des armes, qui envoie des armes, mais qui voit peut-être pas toujours des résultats. Chaque faille qu'on va voir dans l'armure russe, c'est toujours une bonne nouvelle pour les Ukrainiens et leurs alliés. Luc, merci beaucoup d'avoir été là. On se reparle demain. Bonne journée, Alexandre.